Alors, Catherine de Brabois, je te présente pas, tu fais partie aussi de notre troupe depuis des années, et chacun incarne un petit peu un rôle. Toi, tu fais aussi des études approfondies d'éthique, mais toi, ton rôle, c'est le rôle SIAD, c'est-à-dire tu es sur le registre de l'intervention au domicile, avec une réflexion extrêmement forte sur comment, dans cette solitude du domicile, souvent de ce face-à-face, cette rencontre avec une personne, qu'est-ce qui se joue précisément quand on est en fin de vie au domicile. Bonsoir. Du coup, effectivement, donc j'interviens. Donc, je suis directrice d'un service de soins infirmiers à domicile. Concrètement, on s'occupe du coup de personnes âgées pour la plupart, qui vivent chez elles et chez qui on envoie des aides-soignants et des infirmiers pour les aider principalement dans les soins à la toilette et dans les soins infirmiers du type perfusion, pansement, tout ça. Sur le rapport à la loi du 2 février 2016 dans la prise en charge des soins à domicile, je voudrais juste évoquer 3 points assez rapidement. Le premier, c'est la notion de l'information sur cette loi. La première chose, c'est que nos patients, ce sont des personnes qui vivent chez elles, qui ont été informées sur la loi du 2 février 2016 par la télé principalement, qui arrivent dans le soin à domicile d'une manière assez brutale, parce qu'au décours d'une vie... tout à coup, quelqu'un tombe, se casse le col du fémur, ou alors quelqu'un, tout à coup, a un affaiblissement de l'état général qui fait qu'une assistante sociale va donner nos coordonnées et qu'on va commencer à intervenir à domicile avec tout un tas de financeurs, de modes d'intervention, d'organismes, que cette entrée dans le soin est parfois assez brutale et s'adresse à des personnes qui sont le grand public, du coup, et qui sont, pour la plupart, très ignorantes de la loi du 2 février 2016. Et puis, en face, il y a les intervenants du soin à domicile. Alors, pour préparer cette intervention, j'ai demandé un peu autour de moi à des médecins, à des infirmiers, à des directeurs de services, et personne ne la connaît, cette loi du 2 février 2016. Et ça dit, pour moi, le premier enjeu, en tout cas, de la fin de vie à domicile. Je ne vous ai pas dit juste les chiffres, mais on considère qu'il y a 22 000 personnes avec un état de dépendance qui sont à domicile. Ça veut dire que c'est quand même un vrai sujet et je pense qu'on est en première ligne pour être sensibilisé à la thématique de l'accompagnement de la fin de vie à domicile et de fait, voilà, on est très très ignorant de ce qui se joue. Pour moi, la loi du 2 février 2016, elle accentue encore plus la différence entre le législateur, entre guillemets, qui pense la fin de vie, qui pense l'accompagnement de la fin de vie, et puis la réalité du soin à domicile qui met en lien des personnes qui font de leur mieux, qui cherchent dans un climat de grande incertitude comment accompagner les personnes. Mais voilà. Ça, c'était le premier point. Sur le deuxième point, je voudrais juste reparler de l'opposabilité des directives anticipées. Un peu dans le même état d'esprit, par exemple dans le SIAD où j'étais avant, les directives anticipées, on remet un formulaire au moment où l'infirmier coordinateur va venir rencontrer le patient pour lui proposer une aide à la toilette. On remet un formulaire de directive anticipée qui est présenté à la fois par un IDEC ou par quelqu'un qui ne connaît pas bien la manière des directives anticipées et à quelqu'un qui voulait juste demander une aide à la toilette ou un pansement et à qui on parle déjà de savoir ce qu'il voudra pour la fin de sa vie. C'est quelque chose d'extrêmement violent, de se dire que la personne qui vient chez soi projette déjà la fin de votre vie à vous, quoi. Et ça rejoint le fait, pour moi, l'éloignement de l'information des personnes qui sont en soins à domicile. C'est que pour moi, l'opposabilité des directives anticipées et les directives anticipées en elles-mêmes, elles demandent qu'on soit un peu au courant de ce qu'on dit, de ce qu'on propose, qu'on ait les mots pour en parler, qu'on sache qui les présente. Voilà. Je pense que les débats sur la loi du 2 février 2016 se sont déjà inscrits sur un terrain de grande ignorance de la loi Leonetti, de la loi de 2005, dont déjà beaucoup de professionnels ignoraient un peu ce qu'elle permettait, et qu'aujourd'hui on reste, nous en tout cas dans nos problématiques d'accompagnement de la fin de vie à domicile, nous on est dans des enjeux assez simples, la fin de vie à domicile, c'est une vie qui se termine assez simplement, donc ça va être nos questions de fin de vie, ça va être est-ce qu'on met ou pas une perfusion sous-cutanée, est-ce qu'on arrête ou pas un transfert, est-ce qu'on n'entraîne ou pas une hospitalisation en urgence. En tout cas, c'est pas des décisions spectaculaires. C'est vraiment, il y a rien de plus quotidien et de plus banal entre guillemets que notre métier. Toutes ces questions-là, on était dans une grande incertitude avant la loi du 2 février 2016, et je pense qu'on y est toujours autant.
on essaye au mieux, et à mon avis, comme ça a déjà été dit précédemment, c'est la collégialité, c'est le fait d'en discuter en équipe qui peut permettre de chercher à être au plus juste. Mais voilà, on n'a pas plus de solutions, on n'a pas plus de garantie de faire bien qu'on en avait avant. Et puis, juste un autre point sur les directives opposables, même si ça a déjà été un petit peu dit, c'est que j'ai parfois le sentiment qu'on part un peu du présupposé que les services de soins et les médecins, si on ne fait pas attention, vont faire tout le contraire de ce qu'on souhaite. Et en tout cas, moi, ce que je constate dans les services de soins à domicile, c'est qu'il y a quand même une grande bienveillance et un grand souci des patients, et que je pense qu'il ne faut pas casser cette confiance des patients dans la bienveillance des services de soins. Et que parfois on a le sentiment de vouloir un peu instiller cette peur des soignants et des médecins auprès des patients. Voilà. Et puis le troisième point juste que je voulais soulever, c'est que la loi du 2 février 2016, elle vise à garantir une fin de vie digne et apaisée pour tout le monde. Nous, concrètement, à domicile, on bricole tous les jours avec un service d'aide à domicile et avec un service de soins à domicile pour permettre d'assurer 3 passages pour 3 repas par jour et puis 2 passages par jour pour une aide à la toilette et un change, par exemple, le soir. Et qu'on est bien loin, je pense, des conditions qui peuvent permettre une fin de vie digne et apaisée. Si ce qu'on entend par une fin de vie digne et apaisée, c'est assurer un peu de présence gratuite, c'est assurer un peu d'accompagnement, au-delà de juste garantir 3 repas et 2 changes par jour. Alors il y a des petites mesures qui sont prises, on ne peut pas le passer sous silence. Voilà, il y a une petite allocation de la CPAM quand on a besoin d'un accompagnement ponctuel en plus. Mais malgré tout, le vrai enjeu pour nous, c'est ça, c'est quand on a une fin de vie à domicile, à moins d'avoir des proches qui sont là et qui peuvent vraiment accompagner, être présents et sur qui ça repose beaucoup. Aujourd'hui, on est loin d'avoir un accompagnement vraiment quotidien et suffisant en termes d'heures pour les personnes à domicile. Et en conclusion, je voudrais juste dire que cette loi, je pense, elle a le mérite effectivement de poser la question, d'amener à en discuter, d'amener à mettre ces sujets-là au cœur du débat, et que c'est bon, qu'après, elle ouvre encore beaucoup de questions. Voilà. Et je disais à Catherine Olivet, qu'on avait tellement de plaisir d'écouter des gens comme toi, Catherine, tellement ça nous apporte une réflexion. Et je dis pour les gens qui viennent à notre rencontre, ou on va à leur rencontre pour la première fois, à quelqu'un, c'est pour nous ça un espace éthique, c'est-à-dire c'est vraiment le lieu de la rencontre où des gens qui vivent des expériences peuvent les exprimer, les expliciter, les partager avec d'autres. Et vous ne savez pas à quel point c'est enrichissant cette confrontation, cet échange. On ne se fait pas de cadeaux, c'est-à-dire on a chacun des positions, on est quelquefois dans des controverses, mais on a le sentiment qu'on participe aussi à la réflexion publique, puisque on produit, on publie, mais surtout ce qui est important, c'est les acteurs de l'espace éthique sont des gens qui sont sur le terrain. C'est eux qui font la réalité. Alors le législateur peut effectivement apporter des cadres, mais ensuite dans la pratique, et je suis quand même très très attentif à ce que tu disais, et que nous a dit aussi Sylvain Pourchet, qui lui est médecin et qui intervient au domicile, c'est quand même très discutable de dire que dans les nouveaux droits, il y aura la sédation profonde et continue au domicile. Dès lors que dans ce que tu as décrit de la réalité, c'est souvent la solitude au quotidien qui fait qu'à un moment donné, ça devient à ce point insupportable que la personne dit on arrête tout. Et c'est là où on comprend comment se construit ou se déconstruit une vie avec comme seul espoir d'en finir le plus rapidement possible. Donc ça n'interroge pas le législateur, ça interroge la société dans ses capacités d'apporter des solidarités. C'est pour ça que nos réflexions à l'espace éthique sont davantage sur la vie que sur la fin de vie, pour autant qu'on ait défini ce qu'était la fin de vie. Donc je vous invite à approfondir avec nous ces questions. Et dans le groupe Polyhandicap, là, puisque tout à l'heure tu es intervenue, Elisabeth, pour nous en parler avec Marie-Christine, ça fait 7 ans maintenant qu'on se réunit régulièrement. 7 ans, c'est ça, hein, 8 ans. 8 ans. D'ailleurs, vous pourrez regarder le gros bouquin qu'on a sorti l'année dernière sur nos rencontres, où parents, professionnels, gens des sciences humaines et sociales discutent, mais on ne parle pas du polyhandicap, on parle de la vie de personnes qui ont place dans notre cité et comment des choses extraordinaires se font pour qu'ils existent. Et j'allais dire pas d'une manière minimaliste, mais qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur créativité.